Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence de l'Université du facteur humain. Comme chaque mois, on vous présente une nouvelle conférence avec un sujet différent. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on n'avait pas fait de conférence sur les émotions depuis un certain temps et surtout pas de zoom sur une émotion qui est extrêmement importante parce que on en parle souvent lors des fresques du facteur humain qui est l'émotion de l'anxiété et c'est la raison pour laquelle on accueille aujourd'hui Adrien Tedesco, qui est docteur en sciences cognitives, spécialiste des sujets de l'anxiété, qui est un des fondateurs de l'entreprise Sensei, dont il est le directeur scientifique. Et Adrien va nous faire un zoom sur ce qu'est l'anxiété. Comme d'habitude, vraiment c'est extrêmement important, il va faire cette conférence pendant environ 45 minutes. Vous pouvez lister toutes vos questions dans le chat. On reprendra à la fin de la conférence les questions une par une dans le chat. Donc n'hésitez vraiment pas pendant la conférence à rédiger vos questions dans le chat afin qu'on puisse les poser à la suite de sa conférence. Voilà, Adrien, je te laisse la place. Et merci encore une fois d'avoir accepté de te joindre à nous aujourd'hui. Eh ben, écoute, c'est moi qui te remercie, cher Alban, pour cette invitation, cette organisation. Je remercie au passage aussi, puisqu'elle n'est pas encore arrivée, elle l'entendra peut-être en replay. Je remercie infiniment aussi Sandrine, puisque elle est aussi à la base de cette invitation. Écoutez, je vais commencer par vous dire une première chose, puisqu'on parle d'émotions, on va parler d'émotions, vous exprimer ma joie de passer ces quelques minutes en votre compagnie autour d'un sujet ambitieux, vivre avec ses émotions au XXIe siècle, un zoom sur l'anxiété. Ce que je vous propose comme fil rouge, ça va être la chose suivante. Alors, peut-être quelques précisions sur la question des émotions, parce que d'expérience, je sais que cette question-là, elle est souvent traitée sous un angle et pas sous d'autres. Et parmi ces autres angles, il y en a un sur lequel je vais insister et qui va être très structurant pour la suite de mon propos. Et en même temps, pour ceux qui ne seraient pas au courant des éléments que je vais donner, des petites précisions que je vais donner sur les émotions, ça peut aussi faire évoluer un petit peu le modèle mental que vous avez construit autour de cette idée. Alors, peut-être que c'est des choses que vous savez déjà. Si c'est le cas, vous le direz en commentaire, j'irai un peu plus vite. Suite à quoi je ferai un zoom effectivement sur l'anxiété et principalement l'exposé va tourner autour de cette question. Se mettre un petit peu d'accord sur ce qu'on entend quand on parle d'anxiété, parce que vous allez voir que c'est un concept protéiforme, clairement. Je crois que Sandrine est arrivée, donc bonjour à Sandrine. Et puis naturellement, on parlera des effets de l'anxiété sur la cognition et le comportement, ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé pendant ma thèse et puis après, et on terminera sur la question de la régulation de l'anxiété, et je vais essayer d'aller le plus rapidement possible à cette question parce que j'imagine que vous êtes principalement présent pour ce dernier point. Alors peut-être que je me trompe, on verra aussi dans les questions que vous pouvez poser à ce sujet. Alors, j'ai l'habitude de faire des trucs un petit peu interactifs, en tout cas du mieux que je peux, et je vais commencer par vous montrer cette image qui arrive, voilà. Et puis vous demandez si cette image, elle invoque quelque chose de positif ou de négatif pour vous. Mettez, s'il vous plaît, dans la petite fenêtre de conversation, si c'est positif pour vous de voir cette image ou plutôt négatif. Positif, vous mettez P, si vous, voilà, la peur, positif, positif, négatif, génial. Positif, vous êtes plutôt, vous aimez bien vous faire peur, d'après ce que je vois dans les commentaires. Joyeux, partage, les deux. Alors vous avez vu, c'est pas tranché, je montre la même chose à tout le monde, mais les réactions affectives, selon à qui on pose la question, peuvent donc différer d'un individu à l'autre. Alors l'affect qu'on ressent quand on est face à cette image, c'est pas la conséquence de ma question, c'est le fruit d'un processus automatique et irrépressible qui s'est déclenché indépendamment de votre volonté. Et intéressant de comprendre finalement ce qui s'est passé entre la présentation de ce stimulus et puis votre réponse, pour comprendre ce qui fait que cette réaction affective peut différer d'un individu à l'autre. Alors très souvent, lorsqu'on intervient sur la question des émotions,
cas, les gens qui interviennent sur cette question s'arrêtent à la théorie des émotions de base. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette théorie qui dit que l'être humain est précablé pour avoir 6 émotions de base, qu'on peut citer très rapidement: la joie, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse et la surprise. Et bien que cette théorie soit magnifique, c'est une belle construction théorique, scientifique, qui a reçu des validations, cette théorie, aussi belle soit-elle, elle ne nous renseigne pas grand-chose sur les processus qui sont à l'œuvre et qui vont déterminer la manière dont les émotions émergent et se différencient. Il nous manque ici une théorie pour rendre compte de ce phénomène. Alors, si on apporte une définition de l'émotion, enfin, aujourd'hui, on est content en tout cas de pouvoir présenter une définition assez consensuelle de l'émotion. On a mis un certain temps dans la communauté scientifique pour arriver à ce genre de définition, quand bien même il y a encore des débats scientifiques qui jalonnent cette thématique. On peut quand même considérer l'émotion comme une réaction soudaine et brève de l'organisme, déclenchée par un stimulus, une situation, un objet, et cette réaction, elle est caractérisée par un ensemble cohérent de réponses qui sont à la fois cognitives, comportementales et physiologiques. Une émotion, elle change l'état interne, elle comporte donc une composante physiologique que chacun et chacune d'entre nous, on a déjà ressenti. Par exemple, quand on ressentait de la peur, accélération du rythme cardiaque, de la fréquence respiratoire, etc., etc. Il y a bel et bien dans l'émotion une composante expressive. Je pense que cette petite image est suffisamment éloquente. Alors, ici, on voit l'expression d'un visage, et d'ailleurs, c'est ce sur quoi a beaucoup travaillé Ekman, qui est l'auteur de la théorie des émotions de base que j'ai citée tout à l'heure. Mais la composante expressive, médiatisée aussi par d'autres éléments non verbaux, l'intensité de la voix, les postures, les gestes, etc. Il y a une dimension subjective derrière une réponse émotionnelle. On peut labelliser avec plus ou moins de précision l'émotion dans laquelle on se trouve à un temps T. Et puis, il y a également derrière l'émotion une tendance à l'action. Historiquement, au point de vue de l'évolution, l'émotion, c'est ça. Ça nous prépare à une action plutôt qu'une autre, et ça nous permet de répondre de manière très adaptée à une situation. Ce n'est pas là uniquement le rôle des émotions, mais ça en fait partie. Alors, il y a également autre chose que j'aimerais souligner ici pour rendre compte de ce processus qu'est l'émotion. C'est l'idée que lorsqu'on vit une situation, et ça c'est le fruit des modèles les plus récents sur la question des émotions, c'est que lorsqu'on vit une situation, notre cerveau finalement scanne cette situation et va évaluer cette situation au crible de plusieurs critères, euh, dont l'objectif est dont le résultat va être une sensation, une réponse émotionnelle avec une intensité émotionnelle particulière. Ce processus d'évaluation, il contient 13 ou 14 critères, je ne me souviens plus précisément, peu importe, et chacun de ces critères, on peut regrouper les critères par famille, et on va distinguer 4 grandes familles de critères. Un premier critère qui est la pertinence. Le cerveau va se poser la question si la situation est nouvelle, si elle est pertinente par rapport à nos buts, par rapport à nos besoins. Le cerveau va se poser la question de l'implication, qui est à l'origine de cette situation, quel est l'agent à l'origine de cette situation, quelle est sa motivation, son motif. Est-ce qu'il y a une urgence à réagir dans cette situation? Est-ce qu'il y a des conséquences potentiellement délétères vis-à-vis de cette situation? Le cerveau va également se poser la question de son potentiel de maîtrise. Est-ce que je peux m'ajuster à la situation? Si oui, de quelle manière, à quelle intensité, etc., etc. Et puis, une dernière grande famille de critères qui est la signification normative de la situation. Est-ce que ce que je suis en train de vivre est conforme à mes normes internes, mes valeurs internes? Et est-ce que cette situation est conforme aux valeurs de la société? Alors, ce modèle-là, je ne vous le partage pas pour le plaisir de la théorie, mais je le partage parce qu'il permet de mieux comprendre pourquoi on ne vit pas les mêmes choses selon les situations, puisque évidemment, ce processus d'évaluation est hautement subjectif. Il va dépendre
de l'individu, de son expérience, de son éducation, des événements qu'il a déjà croisés au cours de sa vie, de la manière dont il a réagi, des conséquences liées à ses réactions. Et puis ce modèle théorique des émotions qui a été formulé par Scherer, il permet aussi de bien comprendre un des propos que je vais avoir un petit peu plus loin dans cette présentation quand je vais parler de la régulation des émotions. Donc je vous propose qu'on le mette dans un coin de notre tête, ce modèle-là, et on y reviendra un petit peu plus tard pour parler de la régulation de l'anxiété. Alors, il est évident que, enfin, en tout cas, il faudrait vivre dans une caverne pour pas être exposé à tous les stresseurs qu'on vit depuis maintenant plusieurs années et qui fait de cette époque qu'on est en train de vivre une époque particulière. Même si effectivement on a des réactions différentes par rapport aux situations, on a quand même identifié des situations qui, par leur configuration, amenaient chez l'écrasante majorité d'entre nous des émotions particulières, dont des émotions négatives. Je vais donner ici quelques exemples d'informations qui nous bombardent au quotidien en lien avec le dérèglement climatique. Ça, c'est des choses que j'ai piochées directement dans les médias, comme vous pouvez le constater. Et puis, tristement, depuis quelques mois, quelques années, aussi un contexte géopolitique assez stressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quelques années encore auparavant, le contexte du Covid-19. Bon, autant sur l'image précédente avec le grand 8, là, les réactions émotionnelles pouvaient être différentes face à l'image, mais je ne suis pas sûr que les informations que je vous donne ici suscitent des choses positives, chez les uns ou les autres, clairement. Alors, ces événements, le dérèglement climatique, le contexte géopolitique ou la question du Covid-19 nous mettent face à des situations dont les piliers sont fortement marqués par ces trois éléments que je mets sur cette diapo. Un, ce sont des situations où l'incertitude est forte quant aux conséquences, enfin, quant à l'imminence de certaines conséquences. Le potentiel de maîtrise est faible dans ces situations et les conséquences potentielles associées à chacune de ces situations sont graves. Ces trois piliers, lorsqu'ils sont présents, ces trois éléments, lorsqu'ils sont présents, génèrent du stress et pour beaucoup d'entre nous, génèrent également de l'anxiété. Alors, j'ai volontairement pris des choses qu'on pouvait croiser dans les médias parce que c'est des choses qu'on croise quotidiennement, qu'on le veuille ou non, d'une certaine manière, puisque l'avènement du digital nous surexpose à l'information. Et je trouve intéressant, là, petit aparté avant la suite, de citer une étude qui est très récente, qui date de 2024, qui montre que plus on est exposé aux médias, et notamment à ces images que je viens d'évoquer, plus, et c'est logique, vous en conviendrez, on a tendance à ressentir de l'anxiété et de l'inquiétude. Il y a cette étude qui nous dit qu'au 7 mars 2022, des vidéos TikTok avec l'hashtag Ukraine noire sont visionnées par 600 millions de fois. Et ça a été l'objet de 180 000 posts Instagram. Et cette étude, elle montre une corrélation très claire entre l'exposition et le nombre d'heures passées devant les médias et l'inquiétude et l'anxiété, et ses symptômes comme l'inquiétude. Alors c'était intéressant parce que quand on va parler de la régulation des émotions, on va revenir sur cette idée de la communication. Quand on va aborder le sujet de la régulation de l'anxiété. Autres données qui m'ont semblé intéressantes, et je vous montre ici des données issues de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui a créé un baromètre qui met en œuvre chaque année depuis les années 80, j'ai plus en tête la date précise, mais peu importe. Et ici, en fait, on pose la question aux Français des sujets qui leur semblent les plus préoccupants. Voilà. Là, je vous ai montré les résultats des trois derniers baromètres et on sent bien quand même
que à la fois il y a des sujets extrêmement présents hein, dans le paysage psychologique actuellement chez les Français et que ces sujets peuvent évoluer d'une année sur l'autre en fonction des événements, bien sûr, mais également aussi en fonction de la manière dont les médias traitent ces événements. Il n'y a pas toujours une corrélation entre l'inquiétude finalement et ce qui se passe objectivement, le risque objectif auquel on est confronté. Je vais prendre un exemple ici, hein, mais la question de l'immigration, elle peut poser problème à beaucoup de personnes qui ne sont pour autant jamais confrontées directement à cette question de l'immigration. C'est intéressant de le constater. Indépendamment de ce que je viens de dire, on voit bien que la question de la pauvreté, la question de la santé, la question du dérèglement climatique et l'instabilité géopolitique sont des sujets qui préoccupent beaucoup les Français et qui génèrent beaucoup d'anxiété. Alors, l'anxiété, c'est un mot que j'ai beaucoup employé là depuis le début, sans jamais forcément, pas encore en tout cas, l'avoir défini. Ce que je vais faire maintenant, l'anxiété, on va considérer hein, que c'est un état émotionnel désagréable. Hein, c'est pas très plaisant de ressentir cet état, et qu'on va caractériser par deux dimensions. Une dimension très physiologique, avec les symptômes physiques classiques de la peur, hein, finalement, le cœur qui bat vite, la respiration qui s'accélère, etc., etc. Et puis, une dimension très cognitive qu'on caractérise par des pensées anxieuses, hein, qui sont le substrat, le fruit de l'inquiétude. Cet état émotionnel a pour particularité de projeter vers le futur, en fait. Hein. On est toujours anxieux à l'idée que quelque chose se passe. Alors, ça peut trouver son origine dans le passé, mais on est toujours anxieux à l'idée d'une situation, d'une confrontation à une situation. Si on reprend notre modèle théorique des émotions que j'ai cité tout à l'heure, cette émotion de l'anxiété, elle se caractérise beaucoup par une faible estimation quant à notre capacité à faire face à une situation qui comporte un enjeu. Dès lors qu'il y a anxiété, il y a un doute chez l'individu à faire face à une situation qu'il juge potentiellement délétère. Alors, dans mon travail de thèse, j'ai introduit un concept que j'ai appelé la vulnérabilité émotionnelle au stress et qui, qui traduit l'idée que lorsqu'un individu est exposé à un stresseur, une des réactions possibles peut être l'anxiété. Mais ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Des personnes peuvent réagir par la colère, d'autres par la tristesse. Et on verra que tout ça peut faire une différence quant au comportement que va développer l'individu face à ce stress. Je vais peut-être pas, parce que j'ai pas le temps, comment dirais-je, bien délimiter les concepts de stress et d'anxiété. Si vous avez des questions, on pourrait y revenir un petit peu plus tard. Seulement dire que le stress est une réaction de l'organisme quand cet organisme fait face à une demande d'adaptation. Et l'anxiété est une réaction émotionnelle qui peut accompagner le stress. Voilà, on va le dire comme ça. Mais on pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Quelques mots sur la prévalence de l'anxiété quand même, pour dire qu'on est quand même, comme le disait Adam, Adam, c'est mon fils, pardon, Alban, excuse-moi Alban, que c'est une émotion effectivement qui est très préoccupante, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui est très présente hein, dans le quotidien de beaucoup de Français. Hein, selon la HAS, hein, 15% des adultes de 18 à 65 ans présentent des troubles anxieux sévères sur une année donnée et 21% potentiellement présenteront au cours de leur vie, ce qui est évidemment un chiffre très très important. Pour contextualiser un petit peu cette prévalence, citons aussi l'OMS hein, qui nous dit que lors de la première année de la pandémie de Covid-19, la prévalence mondiale de l'anxiété et de la dépression a augmenté de 25%. Alors, il y a une comorbidité importante hein, entre l'anxiété et la dépression. En général, ça va ensemble. En ce qui concerne l'éco-anxiété, qui est un sujet qui est très à la mode depuis quelques années, et pareil, je pourrais en reparler un petit peu au cours de la présentation et un peu plus précisément si vous avez des questions. En ce qui concerne la prévalence de l'éco-anxiété, difficile d'avoir des données fiables parce qu'on n'a pas encore des outils, à mon sens, qui sont
bien conçu, bien stable sur ces sujets, mais ici, je vous ai mis un chiffre, 58% des 16 à 25 ans se disent très, voire extrêmement inquiets. Et selon l'Obseco, qui est un observatoire de l'éco-anxiété que je ne connaissais pas et qui est récent, et qui ont tenté d'ailleurs d'établir une mesure sur l'éco-anxiété, c'est 2,5 millions de Français très fortement anxieux et en état de devoir consulter un psychothérapeute. Alors, m'en voulez pas, mais je vais passer sous silence aussi la distinction anxiété pathologique et anxiété normale. Je pourrais revenir dessus dans les questions aussi. Sachez ici simplement qu'on va se placer, nous, sous l'angle de l'anxiété normale, c'est-à-dire de l'anxiété non pathologique. Pour en dire un petit mot quand même, l'anxiété, elle devient pathologique à partir du moment où elle devient omniprésente, elle génère une grande souffrance, elle est très intense et elle handicape la personne dans son quotidien. En dehors de ce cas de figure, précisons quand même que l'anxiété est une émotion tout à fait normale. Il est normal d'être anxieux face aux situations qu'on a évoquées tout à l'heure. Et il va être très intéressant de comprendre comment cette anxiété normale peut agir sur l'individu, sur sa cognition et sur son comportement. Alors, être anxieux versus être anxieux. Cette distinction aussi, elle me semble importante pour la suite de l'exposé parce que potentiellement, elle entraîne des choses différentes sur la cognition et le comportement. On va distinguer l'état d'anxiété du trait d'anxiété. L'état d'anxiété, c'est vraiment l'état émotionnel, celui qu'on a finalement décrit au début de cette présentation. S'il est vrai de dire qu'on a déjà tous été anxieux au cours de notre vie et qu'on va de nouveau l'être au cours de notre vie, il n'est pas vrai de dire qu'on a tous un trait d'anxiété élevé. Le trait d'anxiété, c'est la tendance individuelle à ressentir fréquemment et intensément des états d'anxiété. On en a un petit peu parlé tout à l'heure aussi. L'état d'anxiété, on peut le scinder aussi en deux composantes. La composante affective, qui est tout ce qui est réaction physiologique que j'ai évoqué tout à l'heure, et la dimension cognitive. Et de la même manière, on peut aussi rencontrer des personnes qui ont une sensibilité particulière au contexte d'évaluation sociale. Hein, sont ces situations qui, chez eux, génèrent le plus d'anxiété. D'autres qui vont être plus sensibles aux situations de danger physique, etc., etc. OK ? Alors, pour regarder un petit peu l'effet de ces variables sur la cognition, je vais commencer par citer un outil cognitif qu'on utilise quotidiennement, qui nous permet de traiter de l'information en temps réel. Et je parle ici de mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est la capacité, c'est la mémoire qui nous permet de maintenir et de manipuler un certain nombre d'informations pendant un temps limité. Cette mémoire de travail, c'est une fonction cognitive qui est impliquée dans presque toutes nos tâches quotidiennes. Ici, j'ai mis quelques exemples. Elle est très impliquée dans la compréhension, dans le raisonnement, dans l'apprentissage, dans la prise de décision, bref, dans beaucoup d'activités cognitives. Elle constitue donc un espace de traitement limité et on sait que cette mémoire de travail peut être particulièrement sensible aux distracteurs externes, personne qui fait du bruit à côté de nous, ou que sais-je. Elle est particulièrement sensible à la fatigue aussi. Quand on a moins accès à ces ressources, on va avoir des difficultés pour se concentrer et traiter l'information. Et également, elle a fait l'objet, cette mémoire de travail, de nombreux travaux qui la mettent en lien avec l'anxiété. Alors, l'idée est la suivante, c'est que la composante cognitive de l'anxiété, c'est pensées intrusives générées par l'inquiétude. Pensées intrusives, hein, ce sont des pensées qui s'imposent à nous, qu'on ne choisit pas d'avoir, qui sont en général en lien avec l'objet qui génère de l'inquiétude. Ces pensées, quand elles nous arrivent, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de vivre une conséquence négative, quand elles arrivent, elles ne sont pas stockées n'importe où, ces pensées, elles sont stockées en mémoire de travail. Or, la mémoire de travail ayant un espace, mémoire de travail constituant un espace de traitement limité, si elle est saturée de pensées intrusives, c'est autant de ressources et de place en moins pour les informations pertinentes qu'on a besoin de traiter à un temps T, encore une fois, pour comprendre
un texte, par exemple, pour prendre une décision ou que sais-je. Les pensées intrusives viennent littéralement concurrencer la tâche en cours. Elles viennent prendre des ressources attentionnelles. Alors, ce n'est pas uniquement, ce n'est pas le seul effet que l'anxiété a sur la mémoire. On pourrait citer d'autres travaux, et notamment ceux de Bauer, qui montrent que, par exemple, lorsqu'on est dans un état d'anxiété, on va avoir tendance effectivement à préférer le traitement des informations qui sont de même nature émotionnelle que la nôtre. Si j'y reviendrai tout à l'heure, mais si je demande à quelqu'un de lire un texte, à quelqu'un d'anxieux de lire un texte, avec dedans des informations négatives et des informations positives, l'anxieux va mémoriser plus facilement les informations qui sont de même nature que l'état émotionnel qu'il ressent. L'impact de l'anxiété sur la mémoire n'est pas forcément un impact délétère. Ça peut être aussi, on observe aussi une facilisation du stress dans les processus de mémorisation avec les exemples que vous connaissez sûrement, ce qu'on appelle le flashbulb memory, et qui est cité tout le temps. On ne se souvient pas ce qu'on a fait le 22 mai 2022, mais on se souvient tous de ce qu'on a fait le 11 septembre 2001, lorsque les avions se sont crashés sous les Twin Towers. Donc, il n'y a pas que des effets délétères sur la mémoire. Néanmoins, en tout cas sur la mémoire à long terme, mais néanmoins, quand on met en corrélation l'anxiété avec la mémoire de travail, on s'aperçoit que cette corrélation existe. Elle n'est pas énorme, mais elle existe, et plus on est anxieux, et moins on est performant. Je vous montre ici un petit travail de recherche que j'ai fait pour l'occasion de ma thèse, qui va dans le sens de ce que je viens de vous dire, très clairement, et qui montre que lorsque des individus réalisent une tâche de mémoire de travail en étant dans un état d'anxiété qui a été induit par de la pression sociale, où on dit aux gens qu'ils vont devoir faire une tâche qui mesure l'intelligence, qu'on va mettre en compétition les personnes, on s'aperçoit que cette induction émotionnelle s'associe à moins d'efficacité de la mémoire de travail. C'est ce que montre ce graphique. Cette étude, elle se base sur une théorie que je n'ai pas citée et que j'aurais dû le faire un petit peu plus tôt. Elle se base sur une théorie qui dit que lorsque l'anxiété est présente, elle va d'abord, en priorité, j'ai envie de dire, avoir un impact sur l'efficience de celui qui ressent cette émotion. Alors l'efficience, c'est la quantité de ressources qu'on va investir pour réaliser une tâche. Et l'impact de l'anxiété, selon cette théorie qui s'appelle la Processing Efficiency Theory, l'impact de l'anxiété, c'est d'abord un impact sur l'efficience, et dans certains cas de figure, il peut y avoir aussi un impact sur l'efficacité, c'est-à-dire par exemple sur la précision. Et cet impact sur l'efficacité, il est particulièrement vrai à partir du moment où on met l'individu dans un état d'anxiété assez costaud et qu'on lui présente une tâche particulièrement complexe. L'impact sur l'efficience, il démontre en fait que les anxieux sont tout à fait capables d'une efficacité préservée, mais ce sera au prix d'efforts supplémentaires qui vont être investis pour réaliser la tâche, efforts supplémentaires pour inhiber les pensées intrusives. Il y a un coût cognitif finalement sur ces pensées intrusives qui, par exemple, vont rallonger les temps de réponse. Je vous montre aussi une autre étude que j'ai pu réaliser et qui montre l'impact de l'anxiété sur ce qu'on appelle l'attention sélective. Alors, ça rejoint un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. On montre dans cette étude à des sujets des stimulations concurrentes. Ici, vous voyez clairement un visage menaçant sur la droite et un visage neutre sur la gauche. Et puis, par des outils qu'on utilise dans certains protocoles, on est capable de regarder, on est capable d'observer où se porte l'attention des individus anxieux. Okay. Alors, ce qu'on a montré ici, on n'est pas les seuls à l'avoir montré, c'est que l'anxiété s'associe à un biais de traitement en faveur des stimuli menaçants. Quand on est anxieux, on va orienter préférentiellement
son attention sur les informations menaçantes. Et autre chose qu'on a observé dans cette expérience, qui est un résultat classique, c'est que l'anxiété s'associe également à une difficulté pour les personnes à désengager leur attention de la menace. Alors on comprend très bien à travers cette petite expérience qui peut se passer dans la vie de tous les jours. Si je suis anxieux et que je suis confronté à des situations, confronté à de l'information, je vais principalement focaliser mon attention sur les informations menaçantes et je vais avoir une difficulté à désengager cette attention pour la redéployer éventuellement sur des choses positives, ce qui va naturellement engendrer un cercle vicieux, hein. Plus je me focalise sur les informations négatives, plus ça va augmenter mon état d'anxiété. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'autres expériences montrent des comportements aussi un petit peu différents par rapport à l'attention, qui peuvent aussi entretenir des comportements d'évitement, notamment, qui peuvent aussi entretenir la réaction anxieuse, et j'en parlerai si vous avez des questions. Si c'est le cas, hein, n'hésitez pas à l'écrire sur la petite fenêtre de chat, hein, j'y répondrai avec grand plaisir. Euh, alors, on revient un petit peu sur les aspects théoriques, hein, et ça a été formulé ça en 2007 hein, et confirmé les années qui ont suivi, mais cette composante cognitive de l'anxiété génère une compétition dans la distribution des ressources attentionnelles et cette compétition va entraîner un impact délétère sur la capacité des individus à contrôler leur attention, hein. Quand on a du mal à désengager son attention, on a du mal à contrôler cette attention. L'attention se met un petit peu à faire ce qu'elle veut, elle, et non plus ce qu'on veut qu'elle fasse, nous. Tout ça, ça augmente la sensibilité à la distraction. Et cette sensibilité à la distraction peut en retour augmenter l'anxiété cognitive. Je vais essayer de le traduire dans un contexte de la vie de tous les jours, hein, mais vous voyez ici cette personne concentrée sur son ordinateur. En tout cas, on imagine qu'elle est concentrée. Si on regarde l'orientation de son regard, de son corps et le contexte épuré dans lequel elle se trouve, si on a ici un individu anxieux, très facilement, des pensées intrusives vont le traverser, une conversation à côté de lui qui va attirer son attention, le fait qu'il faille euh, rendre un dossier urgent, des mails urgents qui arrivent, importants, le fait qu'il ne faut pas oublier d'aller chercher le pain, le fait qu'il faut éventuellement chercher les enfants à l'école, tout ça crée de la surcharge, va plus le tenter, cette surcharge et cette chute des émotions positives va le tenter d'aller jouer à Candy Crush Saga. Ensuite, il va se rappeler qu'il faut aussi aller chercher les enfants à l'école, etc., etc. Bref, tout ça génère de la surcharge, et plus on est anxieux, et plus on va avoir des difficultés à contrôler cette attention, hein. Euh, Et ce phénomène, hein, là je prends un contexte autre que l'éco-anxiété ou toutes les choses que j'ai évoquées jusqu'à présent, mais cette surinformation, cette omniprésence des outils digitaux peuvent, en cas d'anxiété, poser particulièrement des problèmes, spécifiquement par rapport à cette difficulté de contrôle attentionnel. Et plus on est fatigué, et moins on est en mesure de contrôler ces ressources attentionnelles. Cercle vicieux classique, hein, un état d'anxiété donc engendre des pensées intrusives qui peuvent avoir pour effet de créer une saturation en mémoire de travail, plus un focus attentionnel sur la menace. Tout ça va avoir pour effet de diminuer l'efficacité, enfin l'efficience, voire l'efficacité, générer un échec ou un sentiment d'échec, et également en retour alimenter l'état d'anxiété, hein. Euh, alors, je parle ici beaucoup de l'anxiété sous son angle délétère, mais l'anxiété, ça peut aussi, et je le disais tout à l'heure, s'associer à des choses positives. C'est aussi le signal que nous donne notre cerveau pour se mettre en mouvement et éviter les conséquences délétères liées à une situation. On a observé dans certains travaux de recherche que l'anxiété s'associait à des performances plus fortes chez les anxieux versus les non-anxieux. C'est pas, on va dire, ce qui compose le plus la littérature scientifique, mais ce sont
ce sont des résultats qui sont possibles, que j'ai moi-même d'ailleurs observé dans certains protocoles. Bon, évidemment, c'est impossible d'être exhaustif en 45 minutes sur tous les effets que l'anxiété peut avoir sur la cognition et le comportement, mais je vais m'arrêter là et je vais, pour avoir un peu plus de temps, pour parler de la question de la régulation de l'anxiété. Alors, on sent bien à travers tous les effets potentiellement délétères qu'il y a cette nécessité. Alors, on pourrait parler, je vais le faire un petit peu, des compétences émotionnelles que très souvent on entend sous le vocable intelligence émotionnelle. Je préfère, je ne suis pas le seul, le terme compétence émotionnelle qui est plus référence à quelque chose qui est malléable. Ces compétences émotionnelles sont les piliers de la régulation des émotions. Identifier ses émotions et celles d'autrui, comprendre ses émotions et celles d'autrui, exprimer ses émotions, être à l'écoute et être capable de réguler ses émotions. On fait un petit jeu si ça vous ennuie pas. Je suis toujours très curieux que vous me disiez, quelle émotion ressent cette personne. Notez en un mot, si vous pouvez, dans le petit chat. Selon vous, qu'est-ce qu'il ressent intuitivement, spontanément, comme ça? Qu'est-ce qu'il pourrait ressentir, lui? Dubitatif, ennuyé, doute, contrariété, questionnement, inquiétude. Il se retient, il est sceptique, perplexe, colère. Vous voyez, l'identification des émotions, et c'était juste une petite aparté que je voulais faire ici, c'est pas si simple que ça, en fait. Vous avez vu les interprétations très diverses que vous avez formulées à travers cette question. Qu'est-ce qui nous manque ici pour être sûr de ce que ressent la personne? Alors, je vous laisse quelques minutes, quelques secondes de réflexion, mais je ne vais pas avoir le temps de vous laisser. Voilà, très bien. Il manque le son, effectivement. Il manque le contexte. C'est vraiment ce qui permet de vraiment préciser ce que ressent cet individu. Alors, il est censé, si on se réfère à cette planche, il est censé exprimer de la colère, parce que là, en fait, c'est les émotions de base. Alors, pas facile, cette identification de l'émotion, et elle est pourtant le pilier l'un des piliers de la régulation des émotions. Alors, je vous le dis tout de suite, la manière la plus simple de savoir ce que ressent un individu, c'est de lui poser la question. On oublie l'idée, tiens, est-ce qu'il regarde en haut à droite, en bas à gauche, etc., etc. Ou l'idée aussi d'observer la jugulaire, voir si la carotide, voir si elle bat vite ou quoi que ce soit. Je vais aller peut-être rapidement sur la question de la régulation des émotions et mettre un petit peu de côté, m'en voulez pas, tout ce qui est identification, compréhension des émotions. C'est très important, mais je pense c'est bien d'aller plus vite sur ce sujet. On va, dans la littérature, distinguer quatre grandes catégories pour réguler ces émotions. C'est issu d'un modèle qui a formulé un chercheur qui s'appelle Gross. Il y a une grande catégorie de stratégie qui va consister à moduler la réponse émotionnelle, c'est-à-dire que je vis quelque chose, mais je vais, par exemple, empêcher cette réaction émotionnelle de s'exprimer, je vais garder pour moi, je vais contenir en moi. Il y a ce qu'on appelle le déploiement/redéploiement intentionnel. Je vis quelque chose de désagréable et je vais forcer mon attention finalement à aller sur quelque chose qui est plus positif. Alors ça peut être passif, ça peut être actif. Quand c'est passif, c'est quelqu'un qui nous invite à le faire. Je vais prendre un exemple qu'on a déjà tous vécu en tant que parents. Notre enfant qui tombe, qui se fait mal. Et puis nous, nous en train de lui dire, ah bah tiens, regarde le petit bonhomme là, comme il est gentil, comme il est marrant. On essaye de redéployer l'attention de l'enfant sur quelque chose de plus positif. Sachez que le redéploiement attentionnel actif va donner de meilleurs résultats que celui qui est passif. Quand ça vient de nous, c'est plus efficace. Il y a également ce qu'on appelle les stratégies biocomportementales derrière, on peut mettre derrière tout ce qui est stratégie physio-relaxante, la respiration abdominale, la cohérence cardiaque, etc., etc. Et puis, il y a une autre catégorie de stratégie aussi qu'on appelle le changement cognitif. Et je vais un petit peu détailler ce qu'on entend par là. Il y a une méta-analyse qui est sortie en 2012 qui montre que
qui montrent que globalement, il y a quand même des stratégies qui donnent de meilleurs résultats que d'autres. Ça, c'est intéressant. Alors très souvent, quand on parle de régulation des émotions, on se cantonne à parler des stratégies biocomportementales, ce qui est un peu dommage, parce que ça peut être très utile, hein, la respiration, les techniques de relaxation musculaire, etc. Mais il y a d'autres choses très efficaces aussi à faire qui ne sont pas forcément toujours très connues. Évacuons d'abord ce qui marche le moins bien, hein. Voire même qui peut être contre-productif. Lutter contre un état émotionnel, se dire il faut surtout pas que surtout pas que je sois stressé, il faut surtout pas que je sois anxieux, il faut surtout pas que je sois en colère. Ça marche pas, on le sait. La suppression émotionnelle, garder pour soi en permanence, les travaux montrent que ça sensibilise à la dépression, ça augmente le risque de dépression. Quelqu'un qui en permanence garderait pour soi est plus vulnérable au risque dépressif. Également, tourner en boucle sur ce qu'on a ressenti, qu'on n'aurait pas dû ressentir, c'est pas forcément hyper efficace. On a beaucoup tendance à faire ça, hein, quand on vit une situation un peu difficile sur le plan émotionnel. On a tendance un petit peu à refaire le match et se dire oh là là, j'ai ressenti ça, j'aurais pas dû ressentir ça. C'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Je montre ici une étude récente que j'ai réalisée, qui est en cours d'écriture, où on va faire venir, on va stresser les gens et on va leur proposer 10 minutes d'un atelier pour réduire le stress. Hein, donc il y avait à peu près 500 personnes impliquées dans ce protocole, c'est un gros protocole, et on a testé finalement l'efficacité de 4 grandes stratégies: l'imagerie mentale, la relaxation progressive de Jacobson, ce qu'on appelle la psychoéducation, qui est en fait simplement informer les gens sur le fait que le stress, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis sur un autre atelier qu'on a appelé la réévaluation cognitive, dont je donnerai plus de détails dans quelques minutes. Alors l'imagerie, je ne l'ai pas précisé, mais c'est se projeter positivement dans une situation. Et Jacobson, c'est une technique de relaxation. On appelle ça la relaxation progressive de Jacobson, qui va impliquer la contraction et la décontraction musculaire de plusieurs groupes musculaires. Alors, sur ce premier graphe, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément de différence entre les stratégies dans leur capacité à faire remonter les émotions positives. Dans un deuxième graphe ici, je vous montre que toutes les stratégies ne se valent pas quant à leur capacité à améliorer les symptômes physiques de l'anxiété, cette tension interne qu'on ressent quand on est anxieux. On s'aperçoit ici qu'il y a 2 ateliers qui sont peut-être plus efficaces que d'autres: la relaxation progressive de Jacobson et l'imagerie mentale. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'on a regardé quel atelier favorisait le plus la confiance en soi. Et là, vous voyez ici également que toutes les stratégies ne se valent pas, et une stratégie que je vais appeler la réévaluation cognitive permet une augmentation significative de la confiance en soi. Alors, la réévaluation cognitive, ça va consister principalement pour l'individu à réévaluer l'interprétation, à réinterpréter différemment une situation en remettant le processus d'évaluation en marche, le processus d'évaluation que j'évoquais tout à l'heure. J'y reviendrai un petit peu pour vous montrer très concrètement en quoi consiste cette réévaluation cognitive. Alors, la morale de l'histoire ici, il y en a 2. La première, c'est que 10 minutes, puisque les ateliers duraient 10 minutes, suffisent pour infléchir le processus émotionnel. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, combiner éventuellement la réévaluation cognitive avec une technique physio-relaxante, il semblerait, en tout cas dans cette étude, que ça donnerait de bons résultats. Alors, les stratégies physio-relaxantes, je ne vais pas trop détailler, il y en a plein. Ici, j'ai mis quelques exemples que j'ai déjà cités par ailleurs. Il y a des travaux qui montrent qu'effectivement, ça a un impact favorable sur l'émotion, mais sur l'anxiété en tout cas, mais on va plus traiter le symptôme ici. Vous voyez, on va traiter la tension interne, pas les causes qui ont amené cette tension interne. Et c'est là où la réévaluation cognitive est intéressante, parce que elle va porter, elle, sur le processus qui a amené l'émotion. Rappelez-vous, on a dit tout à l'heure que l'émotion était toujours le fruit d'une évaluation réalisée par le cerveau lorsque le cerveau est confronté à une situation. Et cette évaluation, elle dépend de nos perceptions, qui dépendent à leur tour de nos expériences, etc., etc. La réévaluation cognitive, elle va
le principe, c'est de conduire le cerveau à réévaluer différemment une situation qui génère ou qui a généré des émotions désagréables. Alors, il y a des manières très académiques de faire. Je vous montre ici une manière light de procéder, quelque chose que on a utilisé nous dans le protocole dont je vous ai montré les résultats. C'est simplement, on va pousser l'individu à générer des pensées alternatives. On va faire en sorte d'essayer d'allocentriser l'individu. L'anxiété est une émotion qui égocentrise, mais pas forcément dans le sens péjoratif. On va lui demander de prendre un peu de recul, de s'imaginer que quelqu'un d'autre que lui, et en particulier quelqu'un pour qui la personne a de l'affection, vivrait cette situation, et qu'est-ce que l'anxieux pourrait formuler comme conseil à cet individu pour l'aider à relativiser. Ça oblige l'anxieux à formuler des pensées alternatives par rapport à éventuellement ces pensées catastrophiques qu'il a tendance à générer automatiquement. Se demander également et lister les enseignements qu'une situation anxiogène pourrait nous amener à tirer, et il y a toujours des enseignements à tirer d'une situation, même une situation très anxiogène. Envisager des scénarios alternatifs plus favorables. Voilà, je suis anxieux parce que je pense que forcément ça va mal se passer. Si je prends par exemple une prise de parole en public, ils vont forcément se moquer de moi, mon boss va penser que je suis mauvais, je ne vais pas arriver à répondre à des questions. Essayer de forcer, de conduire l'individu à envisager des scénarios alternatifs, de lui faire prendre conscience de la probabilité de ces scénarios, ça peut être une très très bonne stratégie. Et puis éventuellement même se demander en quoi la situation pourrait être une source de joie, de satisfaction, de fierté, etc., etc. Ça, c'est basiquement des questions qu'on a utilisées dans le protocole et qui ont amené les résultats que je vous ai montrés sur les diapos précédentes. Donc là, on est vraiment sur la réévaluation cognitive. Autre chose qui peut être très utile, ce qu'on a appelé la méthode du script, qui est quelque chose qui est quand même relativement connu. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. On a utilisé ça dans un protocole que j'ai piloté il y a quelques années auprès des enseignants, dont l'objectif était de ce protocole était d'apporter des connaissances aux enseignants et aux élèves sur l'émotion et sur la manière dont on les régule. Et il se trouve que dans ce protocole, j'étais pas le seul impliqué, le seul chercheur impliqué. Les enseignants avaient beaucoup de difficultés d'un point de vue stress, d'un point de vue anxiété, et on peut les comprendre, dans les situations où ils se font insulter, potentiellement par les élèves. C'est normal de ressentir de l'anxiété et de l'appréhension par rapport à ces situations. Et on s'est aperçu que l'anxiété provenait beaucoup du fait que les enseignants ne savaient pas comment réagir spécifiquement dans ces situations. La méthode du script, c'est l'idée toute simple qu'on va envisager une situation spécifique et qu'on va à l'avance, en amont, configurer un comportement spécifique si cette situation se produit, dans l'objectif d'avoir les effets qu'on souhaite avoir. Et c'est tout bête, mais ça réduit l'incertitude en fait, tout simplement. Et à côté de ça, ça augmente le potentiel de maîtrise. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé les enseignants. C'est ce que font les forces spéciales, hein, finalement. Hein. C'est qu'ils voilà, ils anticipent des situations, ils configurent des comportements à l'avance, ils s'entraînent à mettre en œuvre ces comportements et ça réduit l'incertitude et la charge cognitive le jour où ils sont confrontés à la situation. Donc ça réduit le stress et l'anxiété anticipatoire. Par rapport à ce que je vous ai montré ici, je conseille moi une combinaison d'approches finalement, et je pense que c'est vraiment bien de les combiner pour le coup, et pas forcément d'utiliser qu'une seule. Les stratégies biocomportementales, la réévaluation cognitive pour changer la dynamique émotionnelle, et puis la méthode du script pour réduire l'incertitude et augmenter le potentiel de maîtrise. Et les stratégies biocomportementales pour calmer les symptômes physiques, la tension interne qu'on peut ressentir quand on est dans une réaction de stress ou d'anxiété. Autre levier qui montre des résultats prometteurs, mais qui sont encore discutables, c'est l'idée qui va reprendre des éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir qu'il y a une particularité forte par rapport à l'anxiété, qui est cette difficulté à contrôler son attention, qui est caractéristique des gens qui ont un trait d'anxiété élevé. Et l'hypothèse de ces auteurs, c'est qu'en entraînant la cognition des individus, en entraînant les individus à plus de contrôle attentionnel, on pourrait arriver à réduire
l'impact délétère de l'inquiétude, voire même à diminuer l'inquiétude. Et c'est ce que certains travaux montrent. Effectivement, les sujets, les participants qu'on entraîne à la mémoire de travail, à des processus de contrôle attentionnel, euh, euh, présentent une réduction de l'inquiétude. Donc c'est très intéressant. Et c'est d'ailleurs très en lien avec Humans Matter pour le coup. Petit clin d'œil à Humans Matter qui travaille historiquement sur des tâches cognitives de ce style. Bien sûr, on ne peut pas ne pas citer l'impact énorme de l'hygiène de vie, du soutien social sur l'anxiété, sur le stress. La question du sommeil, de l'activité physique, de la nutrition, c'est repris dans énormément d'études, c'est des recommandations de l'OMS, de l'HAS, etc. Petit résultat aussi que j'ai obtenu dans un protocole que j'ai mené en 2019, où on montre que la pratique d'une activité physique qui implique la double tâche améliorait les performances attentionnelles des individus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on observe cela, c'est peut-être favorable pour l'entraînement attentionnel dont je parlais il y a quelques minutes. Et puis on montre aussi que d'informer les personnes sur les limites de l'attention, sur les caractéristiques du système attentionnel, ça améliorait le stress dans les situations à forte charge mentale, ce qui est aussi une caractéristique forte de notre société, un vecteur d'anxiété fort. Évidemment, les liens et les soutiens sociaux sont des facteurs qui préservent la santé mentale. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire l'article sur ces sujets. J'aime bien ce concept qui est d'un de mes collègues, d'un de mes associés qui s'appelle Olivier Chamberloir, qui prône une hygiène psychosociale, qui prône des espaces au sein des organisations, au sein des collectifs où les gens peuvent exprimer leurs émotions, éventuellement leurs désaccords, mais également des espaces où il y a des signes de reconnaissance, toutes ces choses, toute cette hygiène vraiment psychosociale qui agit en prévention du stress, de l'anxiété et d'autres choses. Je termine, pardon, je suis un petit peu à la bourre, sûrement Alban, et m'en veut pas. Je termine sur 2-3 papiers que j'ai trouvé intéressants. Alors, le premier, c'est un papier qui montre que la qualité de l'émotion qu'on génère face au dérèglement climatique va avoir un impact sur le comportement, sur la tendance de l'individu à s'investir dans des comportements pro-environnementaux et également la santé mentale. Dans cette étude, on montre que les chercheurs montrent que la colère s'associe à plus de comportements pro-environnementaux et à moins d'effets délétères sur la santé mentale. C'est intéressant, je trouve, cette étude, quand on regarde comment les médias communiquent sur toutes ces questions. Et il est clair que si on reprend la diapo où je vous ai montré toutes les petites coupures de presse, on est quand même plus dans le discours anxiogène que dans un discours qui susciterait potentiellement d'autres émotions. Je vous montre également ici une autre étude qui a montré que, en tout cas dans le contexte du Covid-19, qui a montré que selon qu'on présente les procédures à mettre en œuvre sous forme de gain ou sous forme de perte, ça n'avait pas d'incidence sur les intentions comportementales. Je vais préciser un petit peu les choses, mais si je dis à quelqu'un, bah tiens, il faut absolument que tu te protèges parce que si tu le fais pas, tu vas potentiellement mourir, clairement, versus, tiens, si tu te protèges, tu vas pouvoir vivre une vie longue et sans effet délétère de la maladie. Vous voyez qu'il y a bien deux cadres de présentation différents, l'un sous forme de perte, l'un sous forme de gain. Bien, il n'y a pas forcément d'incidence sur les intentions comportementales, sauf que présenter l'info sous forme de perte génère une grande anxiété. Donc on peut se poser la question de la pertinence des stratégies de communication qui ont été à l'œuvre pendant ce contexte et qui ont fortement probablement contribué à des anxiétés plus que le contexte lui-même, qui est déjà de base anxiogène. Si on termine sur la question de l'éco-anxiété, le contact avec la nature va être un facteur qui est très préserve aussi. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a beaucoup de travaux qui montrent que se promener en forêt,
d'être près d'arbres, etc., ça avait un impact positif sur le stress, sur le taux de cortisol, qui est une hormone du stress qui est générée pendant cette réaction, etc. De l'importance de l'action également. On sait, je suis désolé, je vais un petit peu vite là pour conclure, mais on sait que pour sortir de l'anxiété, il faut se mettre en action. Et sur l'éco-anxiété, ça a beaucoup de sens d'y aller étape par étape, de sélectionner un sujet sur lequel on a envie de faire quelque chose. Et c'est vraiment cette action qui va permettre de sortir de l'angoisse, qui va réduire la dissonance cognitive et s'associer à plus de bien-être. Si vous voulez que je sois plus clair, hein, n'hésitez pas à me le dire après dans les questions. Et puis naturellement, hein, savoir orienter et conseiller les individus qui expriment leur souffrance vers les bons professionnels, c'est très 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 important dans le cas de quand on a un métier qui est sûrement le vôtre, qui va consister à accompagner des personnes. Et il y a des travaux qui montrent que on arrive de plus en plus sur ce sujet de l'éco-anxiété à cerner les stratégies de traitement qui vont être les plus efficaces et qui reprennent en grande partie ce que j'ai évoqué un petit peu plus tôt dans la présentation. Ok, voilà, je suis désolé, j'ai terminé vraiment en trombe. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Ça a été un petit peu dense, peut-être. Merci beaucoup, Adrien. Il y a plein Merci de à vous. questions. Je propose peut-être de garder 15 minutes, de rallonger de 15 minutes pour répondre à quelques questions si c'est possible pour toi. Oui, bien Je vois sûr, qu'il y a des avec mains qui plaisir. Ouais. se lèvent, mais il y a d'abord des questions dans le chat. Et Florence Huno Cortez était la première à poser la question. Je ne sais pas si tu es encore connectée. Florence, Oui, est-ce que tu peux poser ta question en direct? Vas-y. oui, c'était par rapport à la définition. Ah, attendez, il faut que je me remette le chat parce que c'était effectivement plutôt au début, mais en gros, Alors, c'était par rapport ouais, ouais, vous la voyez par rapport à la définition? ouais, Moi, je travaille beaucoup sur les sujets d'estime de soi, de confiance en soi, de ouais, croyance. Et en voyant la définition, je me suis dit, bah, en fait, si on soutient la confiance en soi et qu'on fait monter la confiance et l'estime de soi, on va obligatoirement, logiquement, améliorer tout à fait. l'anxiété parce que la perception de l'enjeu, etc. Absolument, et je vais dire deux choses à ce niveau-là. Alors, vous avez totalement raison, hein, ça va être très efficace. D'ailleurs, on sait que confronter un individu à une situation anxiogène, lui apprendre que dans cette situation, finalement, il peut faire face, c'est un très bon moyen pour éteindre progressivement la réponse anxieuse. Et par ailleurs, quand on est un accompagnant et qu'on aborde les choses sous cet angle-là et qu'on essaye de faire prendre conscience à l'individu des ressources à sa disposition pour faire face, on apparaît de ce fait aux yeux de l'individu comme une ressource à sa disposition justement pour faire face à la situation et ça génère de la confiance, de la coopération. Donc il y a un effet pas seulement sur l'état d'anxiété de l'individu, mais sur la relation qui se construit avec la personne qui l'accompagne. Donc c'est bien sûr, tout à fait. Merci. Merci. Il y a Bénédicte ensuite qui. Alors, émotions négatives ou désagréables. Alors, oui, Alban, pardon, tu voulais dire un truc. Non, peut-être que Bénédicte Ouais. peut donner un peu de contexte sur Ah. la question pour la clarifier. Oui, bonjour. En fait, non, mais c'est parce que j'avais préparé plusieurs questions et puis j'ai envoyé pour faire à la ligne. Et donc, il n'y a que la première qui est arrivée. Elles sont juste en dessous. La question, c'est que je vous ai entendu dire tantôt émotions agréables, tantôt d'émotions positives, négatives. Moi, pour moi, une émotion est un signal qui nous informe. Donc, Bien sûr. par habitude, je dis toujours qu'elles sont agréables ou désagréables, mais vous dites souvent positif ou négatif. Donc, je voulais avoir une clarification là-dessus. Bien sûr. Alors, malheureusement, j'ai envie de dire, le terme émotion négative et positive est passé dans le langage courant et donne la sensation qu'il y a des émotions qui sont utiles et d'autres qui ne le sont pas. Mais vous avez bien compris, et je suis d'accord avec vous, que toutes les émotions ont lieu d'être, hein, y compris celles qu'on considère comme étant désagréables. Dans le langage scientifique, on va considérer qu'une émotion positive, c'est une émotion qui justement a une valence positive, c'est-à-dire qu'elle s'associe à des sensations plutôt agréables, et les émotions négatives plutôt à des sensations désagréables. Mais cette classification-là ne doit pas donner l'illusion qu'il y a des émotions qui n'ont pas lieu d'être. Toutes les émotions ont lieu d'être. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis le... Donc, à nous, Oui, pardon, allez-y. donc à nous de corriger le tir, alors justement, et pas faire d'abus de langage et préférer utiliser agréable, désagréable. Alors, ok. Tout à fait, voilà. Tout à Voilà. fait. Et donc, il y avait les questions suivantes, c'était
parce que j'ai entendu quelqu'un parler d'une étude qui venait de Norvège qui disait que finalement la peur était plus efficace que la joie pour activer le passage à l'action. Et donc, est-ce que c'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Je n'ai pas en tête l'étude là que vous citez. Il faudrait regarder ce qu'ils ont. Ce serait intéressant de J'ai pas regarder. trouvé. Ouais, alors ce serait intéressant de regarder ce qu'ils ont, sur quel sujet ils ont testé ça, clairement. Parce que la peur, ça peut aussi, à l'image de l'étude que j'ai citée tout à l'heure, la peur, l'anxiété, Ouais. peut générer de l'inhibition, clairement. Ça dépend. Si la réaction qu'on attend est la fuite, évidemment, la peur, ça va être plus productif. Si la réaction qu'on attend, c'est l'approche, je vois pas comment la peur peut être plus efficace que la joie, mais Ok. Bon, voilà, ma question, c'est si vous aviez entendu parler de cette étude ou pas. Visiblement, non, je vais creuser, j'arrive pas à la retrouver, mais c'est une personnalité importante qui l'a citée. Je crois que je vais lui demander où est-ce qu'elle a trouvé ça. Il y avait la question du TDAH, vous avez parlé de l'attention. Et donc, sur le trouble de l'attention, est-ce qu'il est plus sujet à l'éco-anxiété? Parce que pour muscler la capacité attentionnelle, comme vous disiez à la fin, peut-être que vous avez des choses à recommander ou... Alors, je ne sais pas si les TDAH, spécifiquement les TDAH, sont plus sensibles à l'éco-anxiété. Alors, je sais par ailleurs qu'en général, il y a une comorbidité entre les TDAH et l'anxiété. Ils sont en général plus anxieux. Maintenant, est-ce que les TDAH sont plus éco-anxieux que d'autres profils d'anxieux? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. En l'occurrence, selon la théorie que j'ai citée, Eysenck et collaborateurs 2007, et des travaux ultérieurs, ce serait utile, effectivement, pour réduire les symptômes d'anxiété, de réduire d'augmenter la capacité des TDAH à mieux contrôler leur attention, clairement. Ça va agir à la fois sur leur capacité cognitive et également sur leur état émotionnel, selon cette théorie. C'est très probable. Okay. Rosen. Ouais. Pardon, Adrien. Rosen, non, tu avais une question. Voilà. Bon, il y avait une dernière question sur le déni. Est-ce que c'est parce que vous avez parlé d'évitement de l'éco-anxiété et du coup, je ne savais pas si ça faisait rapport au déni? Oui, alors il y a bien sûr qu'une manière de se comporter quand on est anxieux peut consister au déni. C'est-à-dire que voilà, je ne veux pas croire qu'il y a un dérèglement climatique parce que cette perspective génère trop d'anxiété et je préfère me dire que c'est la faute des extraterrestres, etc., etc. Pardon, je le dis un peu rapidement, mais oui, l'anxiété peut être impliquée dans les processus de déni, très clairement. Très clairement. Alors, merci beaucoup. Je vais poser la question à Rosen parce que il me semble qu'elle a dû partir, mais elle regardera le. Je suis là. Ah non, c'est bon. Bon, bah, alors, Rosen, vas-y. Ben, on parle du déni, mais moi, ce qui m'intéressait aussi de savoir, c'est ce déni sociétal où il y a justement peut-être exploitation, voire surexploitation de la peur, alors que bon, tout ça, ça se traverse si c'est bien accompagné. Et quels sont les enjeux sociétals? Je ne sais pas si c'est une question hors sujet par rapport à tes travaux, mais voilà, c'est la question que j'avais envie de poser. Alors, je vais répondre, mais je vais plus répondre par conviction que par, à l'appui de données scientifiques. Il est très clair que l'émotion, ça fait vendre en fait. Donc, je pense que c'est pour ça que on va préférer un YouTuber, par exemple. Il va préférer un contenu un peu flippant pour attirer l'attention, attirer les clics, tout simplement. Et ça, on est sûr, d'un point de vue scientifique, que l'émotion est un aspirateur attentionnel très fort. Donc, la raison sociale qui fait qu'on est inondé d'anxiété, elle a probablement un lien avec ça. Ça génère de l'écoute, de dire, voilà, potentiellement, il va y avoir une attaque nucléaire, potentiellement, on va tous mourir du Covid, etc. Tout ça, ça génère de l'écoute, ça génère de l'espace de traitement. Enfin, ça attire l'attention. Et par ailleurs, il y a peut-être aussi une croyance erronée qui est très répandue, qui est de dire que pour générer du mouvement, pour faire en sorte que les individus adoptent les nouveaux comportements cibles qu'on considère comme étant
salutaires, il faut leur faire peur. Mais l'appel à la peur, dans beaucoup d'études qui traitent sur la prise de risque, sur la protection face au risque, on sait que c'est pas toujours forcément une bonne stratégie. Il y a des cas où ça marche, mais d'autres cas où c'est moins évident. Et la preuve, hein, sur l'étude que j'ai citée là tout à l'heure, qui présentait les choses sous forme de perte ou sous forme de gain, cette étude, elle a été réalisée quand même sur 15 000 personnes, hein, dans plusieurs pays différents, et les résultats sont assez éloquents. Mais bon, c'est pas toujours très clair, les contextes où la peur va être plus motrice que d'autres émotions. Je me permets juste d'ajouter, puisqu'on parle beaucoup de la peur, j'avais envie de vous parler de Sandra Meunier qui, elle, fait des conférences autour de la joie. Et voilà, juste pour équilibrer Très bien. ce couple émotionnel, joie et peur. Merci Très bien. en tout cas. J'ai quelqu'un qui s'appelle Axiom. Je ne sais pas qui est cette personne qui a dit préciser les différences entre peur, stress, anxiété. Ce n'est pas très clair pour moi. Alors, tu l'as fait pourtant. Pardon, c'est moi, c'est Hélène. Je me suis trompée de compte. Oui, moi, c'est plus très clair pour moi les différences entre peur et anxiété par rapport aux définitions. Voilà, je vois pas trop et stress. Alors, je vais préciser un petit peu. Je vais préciser un petit peu et peut-être en préambule dire que vous aurez autant de définitions que d'auteurs, hein, clairement. Hein. La manière dont moi je travaille, et je ne suis pas le seul à travailler de cette manière, définition que je préfère, c'est de dire que le stress, c'est la réaction donc, de l'organisme face à une demande d'adaptation. Et cette réaction, un médecin austro-hongrois qui l'a décrite, Anselier, s'accompagne de la sécrétion d'un certain nombre d'hormones, l'adrénaline et ses dérivés, la noradrénaline, etc. Le cortisol, si le stresseur se maintient, et cette réaction, elle a pour objectif de mettre à disposition de l'individu plus de ressources pour faire face à la situation, hein, le préparer à une action violente, augmenter les processus de vigilance, etc., etc. Quand on dit ça, on parle d'une réaction physiologique. On ne dit pas que cette réaction, elle est vécue de manière agréable ou désagréable. Cette réaction physiologique de stress, elle peut s'accompagner d'émotions pas forcément délétères. On peut bien vivre le stress, mais elle peut également s'accompagner d'émotions délétères comme l'anxiété. Et l'anxiété, ça va donc venir de manière concomitante avec le stress. Et c'est un état émotionnel qui se caractérise par une sensation qui est proche de la peur, à la fois physiquement et mentalement. Et à la différence de la peur, l'anxiété, elle ne porte pas forcément sur un objet bien défini. Elle projette beaucoup dans le futur. C'est beaucoup de l'anticipation. Vous voyez, la peur, on considère que c'est de la peur quand la menace est beaucoup plus objective, qu'il y a une menace vraiment imminente. Là, on considère que c'est de la peur. J'ai peur d'un chien qui est à 2 mètres de moi et qui peut me mordre. Je suis anxieux à l'idée que quelque part, dans le bâtiment où je me trouve, il y ait un chien qui peut me mordre. Vous voyez la différence? Voilà. Mais dans les deux cas, il y a une réaction de stress, par contre, une réaction physiologique. Oui. D'accord, ok. C'est très clair. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai Laurence pour les dernières questions du chat. Laurence, je ne sais pas si tu es encore connecté. Est-ce que la peur est l'émotion la plus addictive? Oui, ouais, alors, je suis là encore, je suis encore connectée. Oui, Laurence. Ouais, je demandais ça. Alors, ma caméra ne marche pas. Ah si, ça y est. Je demandais ça, mais parce qu'on venait juste de dire oui, que je suis d'accord, la peur, elle est surutilisée depuis ces dernières années. Moi, je trouve que ça a l'air de plutôt fonctionner pas mal. Et donc, du coup, je me dis, si c'est cette émotion qui est utilisée, est-ce que c'est celle-là qui est la plus addictive? Ça serait, Alors, voilà. juste, je me permets de vous poser la question. Quand vous dites « ça a l'air de marcher pas mal », qu'est-ce que vous entendez par là, du coup? Ah ouais, là, oui, moi non plus, là, c'est pas sur c'est mon perçu, mon ressenti personnel. Non, mais je trouve que, voilà, on porte notre attention beaucoup sur des choses. Oui, J'ai l'impression qu'on essaye de nous faire peur constamment, quoi. Et oui, d'accord. voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. Oui, je vous rejoins pleinement. Alors, ça me fait peur moi, ça c'est une autre histoire, mais voilà, c'est globalement.
Alors, est-ce que la peur est l'émotion la plus addictive? Alors, effectivement, alors, je ne pourrais pas vraiment répondre clairement à cette question, je vous prie de m'excuser, mais il y a des travaux qui montrent que certaines personnes sont addictes à l'adrénaline, hein, clairement, et c'est d'ailleurs ce qui pousse certains individus au sport extrême, par exemple, ou à se faire peur sur le grand 8 que j'ai montré tout à l'heure. Est-ce que on a une tendance à développer plus d'addiction sur cette émotion plutôt qu'une autre? C'est une bonne hypothèse. Sûrement, des chercheurs ont essayé de répondre à cette question. Je ne connais pas les travaux, et j'en suis désolé, qui me permettraient de répondre de manière catégorique à cette question. Si je devais faire une hypothèse, je dirais que oui. D'accord. Merci. Je ne suis pas forcément d'accord, Adrien, parce que enfin, la notion de plaisir est beaucoup plus addictive que la peur. Et Oui, c'est vrai aussi. En réalité, tu as raison. le grand 8, c'est un plaisir par la peur, plus que la peur en tant que telle. Oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, mais tu as raison de dire qu'effectivement, le circuit de la récompense qui s'active lorsque on s'adonne à un comportement qui génère du plaisir est un circuit extrêmement puissant qui est à la base des addictions et des comportements un peu délétères qu'on peut avoir dans son quotidien, ouais, très clairement. Très clairement. Mais j'imagine d'un point de vue de l'évolution, les deux sont vrais. C'est-à-dire que voilà, il a fallu à un moment donné probablement créer ce plaisir à avoir peur pour pousser les gens à chasser et en même temps ce plaisir d'aller vers l'autre, d'échanger, de rigoler, etc. Pour créer de la coordination, de la coopération entre individus. Mais est-ce que en tout cas, il y en a une qui est plus agréable. L'émotion. Ouais. C'est pas aussi le plaisir des enfants qui aiment bien se faire peur avec des histoires de loups, etc. Oui, et je pense qu'il y a une utilité sociale à mimer tous ces comportements, toutes ces choses-là, hein, très clairement. Un enfant, alors naturellement, hein, on est précablé pour ressentir de la peur. Un enfant doit aussi apprendre à travers le regard de ses parents dans quelle situation il peut avoir peur ou pas, ce qui peut être d'ailleurs à la base de certaines phobies. On sait qu'il y a une transmission anxieuse importante hein, du parent vers l'enfant. Outre les aspects génétiques. Donc, il y a probablement des simulacres sociaux qui ont aussi pour objectif celui-là, d'apprendre que dans certaines situations, ressentir cette émotion est plus propice qu'une autre. Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main et j'ai dit, au moment où la personne a levé la main, qu'on prenait les questions du chat d'abord. Si la personne veut bien poser sa question avant qu'on clôture la conférence, avant que la personne soit partie. Dans ce cas-là, je propose de clôturer la conférence. Merci beaucoup, Adrien, pour le temps. Merci à vous. C'était vraiment un plaisir de t'entendre sur ce sujet de l'anxiété et j'espère qu'on pourra couvrir d'autres émotions plus tard dans les futures conférences. Un petit point sur la prochaine conférence, on va avoir le plaisir d'accueillir Anne-Laure Nouvion, qui est l'une des premières personnes qui s'est formée à la fresque du facteur humain, qui a sorti un livre il y a peu de temps, qui s'appelle « Accompagner le changement avec les neurosciences » et qui nous fera le 13 mai prochain une conférence en lien avec ce livre-là. Donc, on communiquera là très rapidement sur la conférence. Mais merci beaucoup, Adrien, pour ta participation. Et je pense que si des gens ont des questions, à vous. Ils peuvent toujours les poser sur notre Slack et puis on te les transmettra avec grand plaisir. Merci infiniment à toutes et à tous. Et encore une fois, merci à Sandrine et à Alban pour cette invitation et puis pour l'organisation. Merci infiniment. Un grand merci. Merci à toi, Adrien. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Belle soirée. Bonne soirée à toutes et à tous.